Un milliardaire surprend la fille de sa femme de ménage en train de faire secrètement la vaisselle et il est sur le point de découvrir la vérité désespérée qu'elle ferait tout pour cacher. 3 heures du matin. Dans le silence sépulcral de sa grande maison de maître en Touraine, le milliardaire Jean Dubois arpentait les couloirs de marbre, prisonnier de son éternelle insomnie. Dehors, la lune filtrait à travers les branches nues des platanes centenaires, jetant des ombres spectrales sur les pelouses parfaitement entretenues. À l'intérieur, chaque tic-tac de la grande horloge du vestibule était un coup de marteau dans le silence oppressant. Jean tomba sur une scène tout à fait inattendue dans sa cuisine caverneuse. Manon, une jeune fille de 17 ans à peine, la fille de sa femme de ménage, s'acharnait à récurer une montagne littérale d'assiettes, de verres et de plats en argent. Ses mains, plongées dans l'eau chaude et savonneuse, étaient d'un rouge vif, presque écorché. Ses yeux, immenses dans son visage pâle et émacié, étaient écarquillés de terreur lorsqu'elle le vit. Elle aurait dû être dans son lit, rêvant à son avenir, à ses examens, au lycée. Au lieu de cela, elle se tenait là, au milieu de la nuit, à échafauder des mensonges fragiles pour protéger un secret bien trop lourd pour ses frêles épaules. Le milliardaire, un homme qui avait bâti sa fortune colossale sur sa capacité à lire les gens comme des livres ouverts, sut immédiatement qu'il s'agissait de bien plus qu'une simple adolescente aidant sa mère malade. C'était l'indice d'un sacrifice dont il ne pouvait pas encore saisir l'ampleur, une dissonance dans la symphonie bien huilée de sa vie. Il avait érigé un empire en décelant des schémas, mais le sommeil était un luxe que sa fortune ne pouvait lui acheter. Le silence, pour Jean Dubois, était devenu le son le plus assourdissant dans sa vaste demeure vide. Cette nuit-là, comme tant d'autres, il fut rompu par le son lourd et solennel de l'horloge du hall d'entrée. 3 coups. Chaque carillon résonnait comme un glas dans les longs couloirs de marbre poli, se répercutant sur les tapisseries anciennes et les portraits de ses ancêtres. Jean se tenait en haut du grand escalier, sa robe de chambre en soie de lion nouée fermement autour de sa taille. C'était un homme qui avait bâti un empire mondial du transport maritime à partir de rien. Il y était parvenu en anticipant les problèmes, en voyant les tempêtes se former avant même que les baromètres ne chutent. Il pouvait observer une dépression naissante en mer de Chine méridionale sur un écran satellite et savoir instantanément lesquels de ses 300 navires devaient dévier leur route. Il ne parvenait cependant pas à trouver la moindre solution pour sa propre tempête intérieure, son insomnie chronique. Il se frotta les yeux, sentant le grain de sable de la fatigue qui ne menait jamais au sommeil. La maison était froide, malgré le chauffage réglé au degré près. Il revenait de sa bibliothèque, un lourd volume sur l'histoire romaine encore à la main, non lu. Il avait essayé de lire, de s'immerger dans les stratégies de César en Gaule. Il avait essayé d'écouter du Bach. Il avait essayé de méditer. Mais son esprit, cet atout redoutable qui avait fait de lui un titan de l'industrie, refusait de s'éteindre. C'est alors qu'il l'entendit. Ce n'était pas un son menaçant. Sa sécurité était une forteresse impénétrable. Personne ne pouvait franchir les grilles de la propriété sans une armée de protocoles. C'était un son infime, un son secret. Le tintement délicat et cristallin d'un verre posé avec une précaution infinie sur le plan de travail en granit. Jean se figea, retenant sa respiration. Il tendit l'oreille. Le son venait du rez-de-chaussée, de l'autre côté de la maison. De la cuisine principale. Puis, il entendit le frottement rythmique et étouffé d'une éponge sur une assiette. Il se déplaça le long du couloir, ses chaussons en cuir de veau glissant sans un bruit sur les tapis persans. Il descendit l'escalier monumental, son esprit tournant à plein régime. Ce n'était pas un cambrioleur. Un cambrioleur ne ferait pas la vaisselle. C'était donc un employé. Mais pourquoi? À cette heure indue? Il poussa la lourde porte en chêne massif de la cuisine. La pièce était plongée dans la pénombre, éclairée seulement par la petite lumière jaune et blafarde de la haute au-dessus de la cuisinière professionnelle. La cuisine était immense, conçue par un architecte de renom pour accueillir les banquets qu'il ne donnait plus. C'était une caverne d'acier inoxydable, de marbre noir et de bois sombre. Et là, minuscule silhouette éclipsée par les comptoirs monumentaux, se tenait une jeune fille. Elle était penchée au-dessus du profond évier en acier, le dos tourné. Elle semblait si petite, si frêle. Elle frottait un verre à vin en cristal avec une énergie concentrée, presque désespérée. Jean s'éclaircit la gorge. Le son, bien que discret, claqua comme un coup de feu dans le silence. La jeune fille sursauta violemment. Une inspiration brusque, un hoquet de surprise.
Elle se retourna si vite qu'elle faillit lâcher le verre. Il glissa de ses mains savonneuses. « Oh » cria-t-elle, se jetant en avant pour le rattraper. Elle le saisit de justesse, les jointures de ses doigts blanchissant sous la pression. Ses yeux étaient écarquillés. Ce n'était pas de la simple surprise. C'était une terreur pure, une panique qui semblait bien trop grande pour la situation. « Monsieur Dubois » souffla-t-elle, sa voix à peine un murmure. Il ne la reconnut pas immédiatement. Il avait du personnel, bien sûr, mais il les voyait rarement. Ils étaient gérés avec une efficacité militaire par son chef de personnel, Stéphane Moreau. « Qui êtes-vous » Sa voix n'était pas méchante, mais c'était la voix d'un homme habitué à obtenir des réponses immédiates. « Je suis Manon, monsieur. Manon Leroy. » Elle s'essuya frénétiquement les mains sur un torchon, ses yeux allant de lui à la porte, comme un animal pris au piège cherchant une issue. « Je suis la fille de Sandrine. Sandrine Leroy. Sa femme de ménage. » L'esprit de Jean se mit en marche, classant l'information. Sandrine. Une femme compétente, fiable, discrète. Toujours professionnelle. Elle travaillait pour lui depuis 5 ans. Manon, répéta-t-il en entrant pleinement dans la cuisine. Il actionna l'interrupteur principal. La pièce fut inondée d'une lumière blanche, clinique, presque chirurgicale. La luminosité soudaine fit grimacer la jeune fille, qui plissa les yeux. Il la voyait clairement maintenant. Elle était jeune, peut-être 17 ans. Elle avait des cheveux blonds, mais ils étaient attachés en une queue de cheval désordonnée et effilochée. Des mèches rebelles collaient à son front humide de sueur. Elle était d'une pâleur de cire. La peau sous ses yeux n'était pas simplement cernée. Elle était sombre, presque violacée, meurtrie par un épuisement si profond qu'il semblait ancien. Elle ressemblait à un soldat qui aurait passé des semaines sur le front, sans sommeil ni répit. « Que faites-vous ici à cette heure » demanda Jean, sa voix adoucie par la vision de cette misère enfantine. « Où est votre mère » ? Elle est malade, monsieur, dit Manon. Les mots sortirent trop vite, trop répétés, comme une leçon apprise par cœur. Juste un gros rhume. Elle se sentait très mal ce soir. Elle était si inquiète pour la vaisselle de votre réception. Je lui ai dit que je m'en occuperais pour qu'elle puisse se reposer. Le regard de Jean dériva de la jeune fille à l'évier. Il était rempli à ras-bord, une véritable tour de pisse de vaisselle sale. Les restes de son dîner d'affaires pour 30 personnes. Assiette en porcelaine de Limoges, casserole en cuivre, plat de service, des dizaines de verres en cristal. C'était le travail de 3 personnes, pas d'une enfant au milieu de la nuit. Un gros rhume, répéta Jean, le ton neutre. Il la regarda de nouveau. Son esprit, affûté par des décennies de négociations, disséquait le mensonge. C'était un mauvais mensonge. Une enfant de son âge devrait être en train de dormir. Et elle vous a envoyé, dit-il, à 3 heures du matin, pour faire son travail. Non. La voix de Manon était vive, soudainement protectrice. La terreur dans ses yeux fut remplacée par un éclair de défi. Elle ne m'a pas envoyé. Elle ne sait même pas que je suis là. Je suis entré. J'ai une clé. Je l'aide parfois le week-end. Je connais sa routine. Je voulais finir avant qu'elle ne se réveille, pour qu'elle ne s'inquiète pas. C'était un mensonge courageux, pensa Jean. Mais un mensonge néanmoins. Vous devriez être au lit, dit Jean en croisant les bras. Vous avez le lycée demain. Aujourd'hui, plus tôt. Elle tressaillit. C'était un mouvement minuscule, presque imperceptible. Un raidissement de ses épaules, un rapide regard fuyant vers le sol. Jean le vit. Il avait bâti sa fortune en lisant les tressaillements de ses concurrents autour d'une table de conseil d'administration. Un tressaillement signifiait une vérité cachée. « Oui, monsieur » murmura-t-elle, les yeux obstinément fixés sur le carrelage. « J'aurai bientôt fini. Je promets de ne plus vous déranger. Je suis très silencieuse. » Elle se retourna vers l'évier comme s'il l'avait congédié. C'était un signal clair. « S'il vous plaît, partez. » Jean ne partit pas. Il resta là, immobile, pendant une minute entière, la regardant frotter. Il vit ses petites mains,
rouge et à vif à cause de l'eau brûlante et du détergent. Il promena son regard autour de la cuisine immense. Son œil fut attiré par un sac à dos affalé près de la porte de service. C'était un vieux sac à dos bleu, délavé par le temps et l'usage. Les fermetures éclairs étaient tendues, comme s'il était bourré à craquer. Accroché à la fermeture principale se trouvait un cordon d'honneur, d'un bleu vif et or éclatant. Les yeux de Jean se plissèrent. Il connaissait ce cordon. C'était le genre que les majors de promotion portaient lors de la cérémonie de remise des diplômes. À côté du sac, glissée dans la poche latérale en filet, se trouvait une petite photo encadrée. Elle était ancienne, jaunie. Une jeune femme et un homme dans un uniforme militaire impeccable. Jean regarda la jeune fille épuisée. Il regarda la montagne de vaisselle. Il regarda le cordon d'honneur de major de promotion. Le cordon d'honneur. La vaisselle à 3 heures du matin. Le mensonge. L'épuisement. Ces pièces ne collaient pas. C'était un schéma brisé. Et Jean Dubois détestait les schémas brisés. Laissez la vaisselle, dit Jean. Manon s'arrêta, les mains figées dans l'eau savonneuse. Monsieur? Laissez-la. Rentrez chez vous. Dormez un peu. Mais ma mère. Elle sera si contrariée si ce n'est pas fait. Elle aura des ennuis. Je m'occuperai de votre mère, dit Jean. Son ton n'était pas dur, mais il ne laissait aucune place à la discussion. Rentrez chez vous, Manon. Elle hésita, puis ses épaules s'affaissèrent. Ce n'était pas seulement du soulagement qu'il lut dans sa posture, mais de la défaite. Comme si elle avait échoué dans une mission capitale. Oui, monsieur. Merci, monsieur. Elle retira rapidement le lourd tablier mouillé. Elle attrapa son sac à dos, le jeta sur une épaule avec un effort visible, et se glissa par la porte de service dans l'obscurité de l'aube naissante. Jean se retrouva seul dans l'immense cuisine silencieuse. Le silence revint en force, mais maintenant, il était rempli de questions. Il revit le cordon d'honneur dans son esprit, une major de promotion. Il regarda l'évier, une plongeuse. Il se rendit à son bureau. Il n'essaya même pas de dormir. Il s'assit dans son profond fauteuil en cuir, regardant le ciel noir virer au gris anthracite puis au violet. Il attendait. À cette heure précise, il prit son téléphone. Stéphane, dit-il lorsque son chef de personnel répondit. Stéphane Moreau était un homme qui travaillait pour lui depuis 20 ans. Il était précis, efficace, et d'une discrétion absolue. Monsieur Dubois. Vous êtes matinal. J'ai 2 tâches pour vous, Stéphane. Premièrement, notre femme de ménage, Sandrine Leroy. Quelle est sa situation? Il y eut une pause. Jean pouvait entendre le léger cliquetis d'un clavier. Madame Leroy, dit Stéphane, la voix prudente. Elle a été irrégulière, monsieur. Beaucoup de jours de maladie ces 2 derniers mois. Je préparais justement un dossier pour discuter de son licenciement. Suspendez ce dossier, ordonna Jean. Les mots sortirent comme de l'acier froid. Deuxièmement, sa fille. Une jeune fille nommée Manon. Environ 17 ans. Elle est en terminale au lycée. Je veux tout savoir. Le lycée, ses notes, son assiduité. Tout. Monsieur? La confusion de Stéphane était palpable. Ce n'était pas une demande habituelle. La jeune fille était ici à 3 heures du matin, Stéphane. Elle lavait la vaisselle de ma réception. Elle avait l'air brisé. Et elle portait un cordon d'honneur de major de promotion. Ça ne colle pas. Je veux savoir pourquoi. Tout de suite, monsieur. Encore une chose, Stéphane. Le sac à dos de la fille. Il y avait une photo. Un soldat. Uniforme militaire. Premier régiment de parachutistes d'infanterie de marine, je pense. Découvrez qui il est. Jean passa la journée dans un brouillard. Il eut des réunions sur les coûts du carburant et les nouvelles routes maritimes. Il parla à des cadres à Hong Kong et à Londres par visioconférence, mais son esprit était dans sa cuisine. Il revoyait les yeux terrifiés de la jeune fille. Il revoyait le cordon d'honneur bleu et or. À 16 heures, Stéphane Moreau apparut à la porte de son bureau.
Il tenait une fine chemise cartonnée. Stéphane n'était jamais ébouriffé, mais aujourd'hui, il avait l'air sombre. Il avait l'air secoué. Monsieur. Il posa la chemise sur le bureau en acajou poli. Continuez, Stéphane. Vous aviez raison à propos de la jeune fille, dit Stéphane. Il ouvrit la chemise. Manon Leroy. 17 ans. En terminale au lycée de Valois à Saumur. Il fit glisser un morceau de papier sur le bureau. C'était une impression du site web du lycée. Une photo rayonnante de Manon tenant un certificat. Ce n'est pas seulement une bonne élève, monsieur. C'est la lauréate du concours général. D'excellents résultats scolaires. Une bourse d'études complète pour l'université de la Sorbonne à Paris, en attente de son diplôme. Il y a 2 semaines, elle a été nommée. J'en fixais le papier. Une lauréate du concours général qui gâche son avenir pour faire ma vaisselle. Ça, monsieur, dit Stéphane doucement, c'est le problème. Il fit glisser un deuxième papier. C'était un rapport d'assiduité officiel du rectorat. J'ai parlé avec la proviseure du lycée de Valois, Madame Valérie Girard. Elle était très émue. Depuis 25 jours, Manon Leroy a cessé de fréquenter le lycée. Elle a été signalée pour absentéisme. La proviseure est navrée. Elle a dit qu'elle a essayé d'appeler la mère, Sandrine, mais le numéro est déconnecté. 25 jours, murmura Jean. La chronologie se mit en place. Le schéma se formait. Oui, monsieur. Elle a manqué la date limite pour accepter la bourse. Le lycée est tenu de signaler son absentéisme à l'État. Elle n'obtiendra pas son diplôme. La bourse. Elle est perdue. Le gâchis. Le pur et tragique gâchis. C'était comme un coup physique pour Jean. C'était pire qu'une fille qui sèche les cours. C'était une lumière brillante en train de s'éteindre. Pourquoi, Stéphane ? Demanda Jean, la voix basse. Pourquoi ? La mère, la voix de Stéphane était sombre. Sandrine Leroy. Ce n'est pas un gros rhume. On lui a diagnostiqué il y a 2 mois une forme sévère et agressive de lupus. Les nouveaux traitements, le spécialiste. Son assurance maladie les refuse car jugés expérimentaux. Le coût non remboursé pour le médicament principal est de 900 € par mois. Jean sentit un œuf froid se serrer dans son estomac. Sandrine a été licenciée de son 2e emploi dans un pressing pour des absences dues à sa maladie. Votre emploi, c'est tout ce qu'elles ont. Le téléphone a été déconnecté pour économiser de l'argent. 900 € par mois, dit Jean. Pour lui, ce n'était rien. Une erreur d'arrondi sur un bilan. Pour elle, c'était un avenir. Manon sait, affirma Jean. Elle a séché les cours. Pourquoi ? Travailler. Je cherche encore à ce sujet, dit Stéphane, mais il semble qu'elle couvre également les services de sa mère, non rémunérés, nettoyant cette maison juste pour vous empêcher de la licencier. Elle essaie de s'accrocher à l'emploi et à l'assurance maladie que sa mère est trop malade pour assurer. Jean se leva, la colère et une profonde tristesse montant en lui. Il se dirigea vers la grande fenêtre qui donnait sur le parc. Le soldat, Stéphane. La photo. Stéphane fit glisser le dernier morceau de papier sur le bureau. C'était une photo de dossier militaire granuleuse, en noir et blanc. Capitaine Pierre Leroy, dit Stéphane. Le grand-père de Manon. Le père de Sandrine. Compagnie Bacquer, 1er régiment de parachutistes d'infanterie de marine. A servi 2 tours. Hautement décoré. Décédé en 2010. Jean regarda le nom, puis son sang se glaça. Compagnie Bacquer. Il se détourna de la fenêtre. Il se dirigea vers une photo encadrée sur sa bibliothèque. C'était une photo qu'il n'avait pas vraiment regardée depuis des années. Un groupe de jeunes hommes en treillis, souriant dans une jungle étrangère et poussiéreuse. Mon frère, dit Jean, la voix à peine un murmure. Mon frère aîné, Michel. Il était dans la compagnie Bacquer. Il n'est pas rentré. Jean regarda Stéphane, ses yeux clairs et durs comme de la glace. Ce n'est pas une employée, Stéphane. C'est de la famille. Monsieur ? Donnez-moi leur adresse, dit Jean, la voix basse et dangereuse.
Et découvrez où se trouve Manon Leroy en ce moment. L'adresse était un immeuble d'appartements gris et usé, dans une cité HLM à la périphérie de Rennes, un quartier que Jean n'avait pas vu depuis 40 ans. Il conduisit lui-même, sa modeste Renault 4, pas la Rolls-Royce. Il ressentait le besoin d'être invisible. Le bâtiment sentait le chou bouilli et la vieille moquette humide. Il monta 3 étages. Le béton des escaliers était fissuré. Il frappa à la porte du 3B. Il entendit un lent et douloureux shuffling. La porte s'entr'ouvrit, retenue par une chaîne de sécurité. Un œil regarda à travers. « Sandrine » dit doucement Jean. La porte se referma brusquement. Il entendit un sanglot étouffé, puis le cliquetis de la chaîne qu'on retirait. La porte s'ouvrit. La femme qui se tenait devant lui était un fantôme. Elle avait une décennie de moins que Jean, mais elle en paraissait 20 de plus. Ses mains étaient enflées, ses articulations noueuses comme des griffes. Son visage était gris de douleur. Elle s'appuyait lourdement sur un déambulateur. Ce n'était plus la femme soignée et compétente qui gérait sa maison avec une efficacité silencieuse. « Monsieur Dubois » halta-t-elle, la voix pleine de honte. J'allais appeler. J'ai été. Sandrine, dit Jean, l'interrompant doucement. Je suis venu vous voir. Il entra dans leur appartement modeste et minuscule. C'était impeccablement propre, mais glacial. Un unique petit radiateur électrique rougeoyait faiblement dans un coin. J'ai vu Manon la nuit dernière, dit-il. Le visage de Sandrine se décomposa. Elle s'affala sur le canapé usé. Oh mon Dieu! Elle avait promis. Je lui avais dit de ne pas le faire. Je lui avais dit que je pouvais. Je peux encore travailler. J'avais juste besoin de quelques jours. Sandrine, pourquoi ne m'avez-vous pas dit que vous étiez malade? Et dire quoi? Murmura-t-elle, des larmes coulant sur ses joues. Que je ne peux pas faire mon travail? Que vous devriez me licencier. Cet emploi, c'est tout ce que nous avons. L'assurance maladie. Elle paie les visites de base chez le médecin. C'est tout. La bourse, dit Jean, la voix calme. La tête de Sandrine se redressa brusquement. Ses yeux étaient écarquillés d'une nouvelle douleur, plus vive encore. La lauréate du concours général. La Sorbonne. Je sais. Sandrine laissa échapper un son. Ce n'était pas un cri. C'était une plainte de désespoir pur, non filtrée, venant du fond de son âme. J'ai trouvé la lettre, sanglota-t-elle. Celle de l'Élysée. Je l'ai trouvée dans la poubelle. Dans la poubelle. Je lui ai demandé, et elle. Elle m'a regardé avec ses yeux vides et fatigués. Et elle a dit, qu'est-ce qu'une bourse, maman? Est-ce que ça paie tes médicaments? Est-ce que ça maintient les lumières allumées? Sandrine s'agrippa les cheveux, ses doigts enflés tremblants. Elle gâche toute sa belle vie. Pour moi. Pour 900 €. Jean sentit les morceaux de son propre cœur se briser. C'était une sorte de pauvreté qu'il avait oubliée, une pauvreté qui n'était pas seulement financière. La pauvreté des choix impossibles. Où est-elle, Sandrine? Où est-elle en ce moment? Elle a trouvé un travail, murmura Sandrine, détournant le regard comme si elle confessait un crime. Un vrai. Un service de nuit, pour qu'elle puisse être ici pendant la journée au cas où je tomberais. C'est dans un bistrot. Le bistrot de l'Étoile du Soir, en ville. Restez ici, dit Jean. Verrouillez votre porte. Je reviens. Le bistrot de l'Étoile du Soir était bruyant, trop éclairé, et sentait le café éventé et la graisse de friture. Jean Dubois eut l'impression d'avoir atterri sur une autre planète. Il prit une banquette dans un coin, son manteau en laine sur mesure lui semblant un costume de théâtre. Une serveuse plus âgée, au visage gentil et fatigué, s'approcha. « Qu'est-ce que je vous sers, mon cher ?»« Juste un café noir, » dit Jean. Il balaya la pièce du regard. Et puis il la vit. Manon se déplaçait entre les tables, un lourd plateau marron en équilibre sur un bras. Sa queue de cheval blonde était cachée sous une charlotte bleue peu flatteuse.
Son uniforme était une taille trop grande, le nom Opatie brodé en rouge sur la poche. Elle se déplaçait avec une efficacité mécanique et sombre. Elle ne souriait pas. Elle remplissait les verres d'eau, débarrassait les assiettes, prenait les commandes. Elle avait 17 ans, lauréate du concours général, et elle avait l'air de faire ça depuis une vie entière. Il la vit grimacer en soulevant un lourd bac de plonge plein d'assiettes. Il vit le gérant, un homme petit et à l'air colérique, avec une chemise blanche tachée, lui aboyer un ordre. Elle hocha simplement la tête, le visage vide, et continua de bouger. Elle est comme sa mère, pensa Jean, essayant de ne pas se rendre. Il attendit. Il sirota son café, qui était amer et clair. Il la regarda pendant 20 minutes. Il la regarda courir. Il la regarda essayer d'être invisible. Elle débarrassait la banquette à côté de lui. Ses bras étaient surchargés d'assiettes. « Manon, dit-il. » Sa voix n'était pas forte, mais elle trancha le bruit du bistrot. Elle se figea. Le cliquetis des assiettes dans sa main cessa. Elle se tourna lentement, ses yeux le trouvant dans le coin. Son visage passa de pâle à blanc. Le sang s'en retira. Elle le regarda. Elle regarda son uniforme graisseux. Elle regarda le croque-monsieur à moitié mangé sur l'assiette qu'elle tenait. Et le plateau, surchargé et lourd, glissa de ses mains tremblantes. Il heurta le sol avec un fracas assourdissant. Les assiettes se brisèrent, les verres explosèrent, la sauce moutarde et les restes de nourriture éclaboussèrent le linoléum. Tout le bistrot devint silencieux. Manon resta là, fixant le désordre, le fixant, lui. Ses épaules commencèrent à trembler. Le roi. Rugit le gérant de derrière le comptoir. Son badge indiquait Bernard. Qu'est-ce que tu fiches? Ça va être déduit de ta paie. Manon ne regarda pas le gérant. Elle regarda simplement Jean. Ses yeux, qui avaient été si terrifiés dans la cuisine, étaient maintenant remplis d'une émotion différente, plus profonde. Une humiliation totale et complète. Elle tomba à genoux et, à mains nues, commença à ramasser les éclats de verre. Le roi, prends un balai. Nettoie-moi ça, et vite. Bernard hurlait. Il était rouge de colère. Tu as de la chance que je ne te vire pas sur le champ. C'est une semaine de paix en casse, idiote. Ça suffit. La voix de Jean n'était pas forte. Elle était basse, froide et lourde d'une autorité naturelle. Elle trancha le silence du bistrot plus efficacement que les cris de Bernard. Jean se leva de sa banquette. Il s'approcha et se plaça directement entre le gérant et la jeune fille à terre. Il mesurait une tête de plus que Bernard. Et bien qu'il ait près de 60 ans, il dégageait une aura de pouvoir absolu. Bernard, qui s'était concentré sur Manon, regarda maintenant Jean pour la première fois. Il vit le manteau cher. Il vit la montre en or. Il vit le visage d'un homme qui n'avait rien à faire au bistrot de l'Étoile du soir. « Et vous êtes qui, vous » fanfaronna Bernard, bien que sa voix ait perdu de son assurance. « C'est mon employé. »« C'est une enfant, » dit Jean, le coupant. « Une enfant qui est clairement mal en point. » Il plongea la main dans la poche de son manteau, sortit un portefeuille en cuir et en extirpa plusieurs billets. 3 billets de 100 €. Il les jeta sur le comptoir. « Ça, dit-il, c'est pour les assiettes cassées, pour mon café et pour le dérangement. » Les yeux de Bernard s'écarquillèrent. Il ramassa l'argent instantanément. Jean tourna alors le dos à Bernard, un acte de mépris total. Il s'accroupit, ses genoux protestant légèrement. Il était maintenant au niveau des yeux de Manon. Elle pleurait, des larmes silencieuses traçant des chemins dans la crasse sur son visage. Elle essayait toujours de ramasser le verre brisé, ses mains tremblant. « Manon, dit-il, sa voix maintenant douce mais ferme. Levez-vous. Vous partez. Je ne peux pas, murmura-t-elle, les mots étranglés par les sanglots. Mon service. J'ai besoin. Votre service est terminé. Il lui tendit la main. C'était une main propre et stable, une main qui signait des contrats de plusieurs milliards. Elle la fixa un instant. C'était une bouée de sauvetage. Lentement, en tremblant, elle posa sa petite main graisseuse dans la sienne. Jean la releva comme si elle ne pesait rien. Il ne la lâcha pas.
Il garda sa main dans la sienne et la tourna vers la porte, la protégeant des regards des autres clients. « Attendez !» cria Bernard, réalisant soudain qu'il perdait une employée, même une qu'il maltraitait. « Vous ne pouvez pas juste. » Jean s'arrêta à la porte. Il se retourna vers Bernard. « Elle a terminé, dit-il. » Et la façon dont il le dit, Bernard sut que c'était vrai. Jean Dubois poussa la porte vitrée et guida Manon Leroy dans l'air froid de la nuit, laissant derrière lui les assiettes brisées et l'odeur de friture. La voiture était un cocon de silence. C'était une Renault 4 sombre et lourde. Elle sentait le vieux cuir et faiblement son tabac à pipe. Il y faisait chaud. Les sièges chauffants ronronnaient doucement contre le dos de Manon, mais elle avait si froid qu'elle ne le sentait pas. Elle était assise, raide, les mains jointes sur ses genoux, encore sales du sol du bistrot. Elle fixait droit devant elle l'horloge du tableau de bord. 23h47. Elle n'avait pas dit un mot depuis qu'il l'avait mise dans la voiture. Elle vibrait d'une onde silencieuse et terrible. Il l'avait vue au plus bas. Il l'avait vue échouer. Jean conduisait prudemment, ses grandes mains reposant légèrement sur le volant. Il n'alluma pas la radio. Le seul son était le battement des essuie-glaces dégageant une légère brume du pare-brise. Il la regarda. Elle n'était qu'une silhouette dans le noir, le visage détourné. « Vos mains, dit-il, la voix calme. Elles sont coupées. » Manon sursauta, surprise par le son. « Quoi ? » ?»« Le verre. »« Êtes-vous coupé ?» Elle desserra lentement les poings et baissa les yeux. Elle ne l'avait pas senti. Il y avait une petite ligne de sang sombre sur sa paume droite. « Je ne sais pas. »« C'est bon. » Jean soupira. Il gara la voiture sur le bas-côté d'une rue calme bordée d'arbres. Il mit la voiture au point mort et alluma la lumière intérieure. C'était une douce lumière jaune, comme une lampe de lecture. Dans cette lumière, il la vit. Son visage était maculé de saleté. Ses cheveux étaient emmêlés là où la Charlotte avait été. La petite coupure sur sa main saignait. Elle le regarda, les yeux écarquillés. « Qu'est-ce que vous faites ? » « Une petite piqûre, dit-il. » Il ne répondit pas à sa question. Il se pencha vers la boîte à gants. Sa voiture était comme sa vie, organisée. Il en sortit une petite trousse de premiers secours noire. Il l'ouvrit, en sortit une lingette antiseptique et un pansement. « Donnez-moi votre main, ordonna-t-il. »« Non, c'est bon, vraiment. Je mets de la graisse sur votre voiture. » Elle essaya de cacher ses mains sous ses jambes. « Manon. » Sa voix était douce, mais elle contenait le même acier que dans le bistrot. « Donnez-moi votre main. » Elle hésita, puis lentement, à contre-cœur, tendit sa main tremblante. Il la prit. Sa propre main était chaude et étonnamment douce, mais sa prise était ferme. Il tenait sa petite main gercée dans la sienne. Il tamponna soigneusement le sang, puis ouvrit la lingette. Elle siffla lorsque l'alcool toucha la coupure. « Je vous l'avais dit, dit-il, les yeux sur son travail. Mon frère Michel disait toujours ça. Une petite piqûre maintenant vaut mieux que beaucoup de douleurs plus tard. » Il travaillait avec un soin précis, presque tendre. Il nettoya la coupure, puis enroula le pansement autour de sa paume. Ses mouvements n'étaient pas précipités. Elle le regardait, le souffle coupé. C'était Jean Dubois, un homme qui faisait bouger les marchés, un homme qui possédait la moitié de la ville. Et il était assis dans une voiture garée, lui pansant la main comme un père. L'absurdité de la situation, la gentillesse inattendue de ce geste, brisèrent sa honte. Une seule larme chaude coula sur sa joue, puis une autre. Il finit avec le pansement et lui tendit un mouchoir propre et plié de la poche de son manteau. « Pour votre visage, » dit-il sans la regarder. Il remit la voiture en marche et s'engagea dans la rue. Elle s'essuya le visage. « Merci, » murmura-t-elle. Les mots étaient petits et rauques. « De rien, » dit-il. Ils roulèrent en silence pendant quelques pâtés de maison. « La Sorbonne, » dit-il. « Monsieur ? C'est le plan, n'est-ce pas ? » Où c'était ? L'université de la Sorbonne à Paris. Pourquoi ? Elle fixa le mouchoir sur ses genoux. J'aime l'histoire et les sciences politiques. Je pensais.
Je pensais que je pourrais travailler au ministère des Affaires étrangères, ou quelque chose comme ça. Vous voulez servir, dit-il. Ce n'était pas une question. Oui. Un noble objectif, dit-il. Difficile à atteindre si vous n'êtes pas, en fait, à l'université. Ça entra, une pique chaude et vive. Vous ne comprenez pas. Alors faites-moi comprendre, Manon, dit-il, la voix raisonnable. Je vois une jeune femme, lauréate du concours général, major de sa promotion. Elle a une bourse complète pour une grande université, et elle jette tout ça à la poubelle. Je ne l'ai pas jeté. Lança-t-elle, la voix brisée. La colère qu'elle ressentait contre le monde, contre l'injustice, jaillit. Non. Qu'est-ce que j'étais censé faire? Elle pleurait ouvertement maintenant. Les sanglots qu'elle avait retenus dans le bistrot la secouaient enfin. Quel choix avais-je? Je suis rentré du lycée. Je venais de recevoir la lettre, celle de l'Élysée. J'étais si heureuse. J'ai couru à l'intérieur, et maman était par terre. Elle ne pouvait pas se relever. Elle avait tellement mal qu'elle ne pouvait même pas pleurer. Jean écoutait, ses jointures blanches sur le volant. Le médecin a dit lupus. Il a dit que son ancien traitement ne fonctionnait plus. Il a dit qu'elle en avait besoin d'un nouveau. Et un spécialiste. Et l'assurance maladie. Elle ne paie pas. C'est 900 € par mois juste pour les pilules. Ce n'est même pas le médecin ou les examens. Elle s'essuya le nez avec son mouchoir, ne se souciant plus des apparences. Elle a perdu son autre emploi. Ce travail chez vous, c'est tout ce que nous avons. Je l'ai vue essayer de frotter les sols, et elle a juste pleuré parce que ses mains étaient trop enflées. Elle allait se faire virer. Nous allions perdre l'appartement. Nous allions tout perdre. Sa voix tomba à un murmure. Alors j'ai mis la lettre à la poubelle. J'ai appelé le lycée et je leur ai dit que je ne revenais pas. J'ai pris son téléphone. J'ai bloqué le numéro de la proviseure. Je devais le faire, pour qu'elle ne puisse pas appeler maman. Et vous avez commencé à travailler, dit Jean. Je devais couvrir ses services chez vous, gratuitement, juste pour que Stéphane ne sache pas qu'elle était malade. Et j'ai trouvé le travail au bistrot. Le service de nuit. C'était 11 € de l'heure. J'économisais pour le médicament. J'y étais presque. J'avais juste besoin d'une semaine de plus. Elle était à bout. La confession la laissa vide. Elle appuya sa tête contre la vitre froide de la fenêtre. Je déteste ça, murmura-t-elle. Je déteste ça. Mais j'aime ma maman. Je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas aller en cours d'histoire. Je ne pouvais pas écrire des dissertations sur la politique, pendant que ma maman disparaissait. Qu'est-ce qu'une bourse si je perds ma maman? Jean était silencieux. Il conduisait, traitant l'information. Ce n'était pas une fille qui séchait les cours. C'était un soldat. Un soldat faisant un choix tactique et terrible. Un soldat sur un front perdu. Il s'arrêta devant son immeuble d'appartement gris, le même qu'il avait visité cet après-midi. Vous ressemblez beaucoup à votre mère, dit-il. Quoi? Elle m'a menti aussi, dit-il en se tournant vers elle. Elle a essayé de cacher sa maladie pour protéger son travail, pour vous protéger. Vous m'avez menti pour la protéger. Vous êtes une famille de deux terribles menteurs. Et vous êtes toutes les deux très mauvaises à ce jeu. Un petit sourire à queue toucha presque ses lèvres. Vous êtes aussi toutes les deux très fières, dit-il. Et votre fierté vous coûte votre avenir. Elle coûte à votre mère sa santé. C'est notre problème, monsieur. Je vous rembourserai pour les assiettes. Je ne sais pas comment. Arrêtez de parler des assiettes, dit-il, l'agacement perçant dans sa voix. Les assiettes n'ont pas d'importance. Le bistrot n'a pas d'importance. Les 900 € n'ont pas d'importance. Ça a de l'importance pour nous. Ça n'a pas d'importance, répéta-t-il. Et cette fois,
sa voix était absolue. Sortez de la voiture. Nous allons voir votre mère. La montée des 3 étages était différente. Cette fois, Manon était devant, les épaules affaissées par la défaite. Jean était derrière, une présence stable et implacable. Manon tâtonna avec la clé, sa main bandée rendant la tâche difficile. Elle réussit finalement à ouvrir la porte. L'appartement était sombre, éclairé uniquement par le même faible radiateur électrique. Sandrine était assise sur le canapé, enveloppée dans une fine couverture, le visage un masque de terreur pure. Elle avait clairement attendu près de la porte, imaginant toutes les issues terribles possibles. Quand elle vit Manon dans l'uniforme sale du bistrot, elle haleta. Manon. Oh, ma chérie, que s'est-il passé? Tu es blessée? Puis elle vit Jean Dubois emplir l'embrasure de la porte derrière elle. Le visage de Sandrine passa de la peur à une honte profonde et intense. Elle essaya de se lever, d'être la femme de ménage, mais ses jambes étaient trop faibles. Elle se rassit. Monsieur Dubois, murmura-t-elle, la voix brisée. Je ne sais pas quoi dire. Elle a travaillé de nuit dans un bistrot, dit Jean en entrant dans la petite pièce, pour payer vos médicaments. Les médicaments que vous ne m'avez pas dit qu'il vous fallait. La vérité flottait dans l'air froid. Dure et laide. Sandrine regarda Manon. Manon regarda le sol. Tu lui as dit? Murmura Sandrine à sa fille. Il était là, maman. Au bistrot. J'ai fait tomber un plateau. J'ai cassé. J'ai tout cassé. Je suis tellement désolé, maman. Je suis tellement désolé. Les défenses de Manon s'effondrèrent. Elle se précipita vers le canapé et s'effondra, enfouissant sa tête dans le giron de sa mère, en sanglotant. Sandrine enlaça sa fille, ses propres mains enflées et douloureuses lui caressant les cheveux. Elle leva les yeux vers Jean, qui se tenait au-dessus d'elle comme un juge. S'il vous plaît, supplia Sandrine, des larmes coulant sur son visage. S'il vous plaît, ne la punissez pas. C'est de ma faute. Tout. Je suis tombée malade. Je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas. Je suis tellement désolée. Je paierai pour tout ce qu'elle a cassé. Je travaillerai. Je travaillerai gratuitement. Juste, s'il vous plaît, n'appelez pas la police. Ne faites pas de mal à ma fille. Jean regarda les 2 femmes s'accrochant l'une à l'autre dans un océan de dettes, de maladie et de peur. Il sentit une douleur soudaine et vive dans sa poitrine. Ce n'était pas son cœur, c'était quelque chose de plus ancien. C'était le souvenir de sa propre mère après l'arrivée du télégramme. Le souvenir d'une maison qui avait tout l'argent du monde et aucune joie. Lui faire du mal? Dit-il, sa voix plus douce qu'il ne l'avait prévu. Sandrine, je ne suis pas ici pour lui faire du mal. Je suis ici pour vous empêcher de lui en faire. Sandrine leva les yeux, confuse. Quoi? Vous. Votre fierté. Sa fierté. Vous la laissez détruire toute sa vie, toute sa brillante vie, parce que vous êtes trop fier pour demander de l'aide. De l'aide? Dit Sandrine, comme si le mot était étranger. À qui? Qui aide les gens comme nous? Moi, dit simplement Jean. Il se dirigea vers le seul fauteuil usé et s'assit. Il n'était plus le milliardaire imposant. Il n'était qu'un vieil homme dans une petite pièce froide. Voici ce qui va se passer, dit-il. Il ne demandait pas, il énonçait des faits. Demain matin, à 9 h, une voiture sera ici. Elle vous emmènera, Sandrine, à l'hôpital Cochin à Paris. J'ai parlé à un médecin là-bas, un certain docteur Nicolas Duval. C'est le meilleur spécialiste du pays pour votre maladie. C'est un vieil ami. Sandrine le fixait, la bouche ouverte. Je ne peux pas. Le coup. Je ne peux pas. Vous ne discuterez pas des coûts, dit Jean. Vous discuterez de votre santé. Tout le transport, le traitement, les médicaments sont pris en charge. C'est payé. Mais pourquoi? Il leva une main. Je n'ai pas fini. Manon.
Manon leva son visage taché de larmes du giron de sa mère. Mon assistant, Stéphane, sera au lycée de Valois à 8 heures. Il rencontrera votre proviseur. Il expliquera l'urgence familiale qui a causé votre absence. Il expliquera que vous passerez vos examens finaux. Vous obtiendrez votre diplôme. Votre dossier d'absentéisme sera corrigé. Les yeux de Manon étaient écarquillés. Mais la bourse. J'ai manqué la date limite. C'est fini. Les dates limites, dit Jean, un rare et mince sourire touchant ses lèvres, ne sont souvent que des suggestions pour les gens qui ne sont pas persuasifs. Stéphane est très persuasif. Il parlera au conseil d'admission de la Sorbonne ce soir. Vous accepterez votre bourse. Vous irez à Paris à l'automne. C'est définitif. La pièce était silencieuse. Sandrine et Manon le fixaient simplement. Elles étaient en état de choc. Il avait, en 2 minutes, résolu des problèmes qui les écrasaient depuis des mois. Sandrine fut la première à parler. Sa voix était un murmure fragile. Monsieur Dubois. Pourquoi? C'est de la charité. Nous ne pouvons pas accepter. C'est trop. Jean se pencha en avant. La lassitude de son insomnie de 3 heures du matin était de retour, mais c'était une autre sorte de lassitude. Ce n'est pas de la charité, Sandrine. Il la regarda, ses yeux cherchant son visage. Je suis venu ici cet après-midi. J'ai vu votre appartement. J'ai vu une photographie près de votre porte. Sandrine jeta un coup d'œil à la petite table d'appoint encombrée. Une photographie, une petite, d'un homme en uniforme. Un uniforme militaire. La main de Sandrine se porta à sa gorge. Mon père. Mon papa. Pierre Leroy, dit Jean. Oui, dit Sandrine, sa voix pleine de la fierté d'une fille. Capitaine Pierre Leroy. Jean hocha lentement la tête. Je le savais, murmura-t-il. Je le pensais, mais je devais en être sûr. Vous connaissiez mon père? Non, dit Jean. Je n'ai jamais eu cet honneur. Mais j'ai entendu parler de lui. Il fit une pause, rassemblant ses mots. C'était une histoire qu'il n'avait pas racontée depuis 50 ans. J'avais un frère aîné, dit Jean, la voix lointaine, les yeux fixés sur le mur, sur le passé. Il s'appelait Michel. Il était tout ce que je n'étais pas. Il était bruyant, drôle et courageux. Je l'adorais. Manon et Sandrine écoutaient, immobiles. J'étais à l'université, j'étudiais le commerce. Il s'est engagé. Premier régiment de parachutistes d'infanterie de marine. Il a été envoyé au Vietnam. Compagnie Baker. Les yeux de Sandrine s'écarquillèrent. C'était la compagnie de mon père. Oui, dit Jean. Votre père était son capitaine. Michel. Il n'est pas rentré. Il avait 20 ans. Ça a détruit ma mère. Ça a brisé notre famille. Il baissa les yeux sur ses propres mains, les mains qui avaient bâti un empire. Après que c'est arrivé, ma mère, elle s'est juste éteinte. Mais ensuite, une lettre est arrivée. C'était d'un capitaine Pierre Leroy. De votre père. Il a écrit. Il a écrit sur Michel. Il a dit que mon frère était courageux. Il a raconté comment mon frère avait sauvé 2 autres hommes. Il a dit à ma mère que Michel n'était pas seul, qu'il lui avait tenu la main. Il lui a dit qu'il était fier d'avoir servi avec lui. Jean dut s'arrêter. Il s'éclaircit la gorge. Il a écrit 3 lettres, Sandrine. À une femme qu'il n'avait jamais rencontrée, à propos d'un garçon qu'elle avait perdu. Ces lettres. Elles ont été la seule chose qui a maintenu ma mère en vie. Elles étaient un cadeau. Un cadeau de paix. Il nous a donné. Il nous a rendu mon frère. Il plongea la main dans sa poche de poitrine et sortit son portefeuille. D'un pli usé et caché, il sortit un petit morceau de papier carré. Il était vieux, fissuré au pli. C'était une photographie, la même que sur sa bibliothèque.
Un groupe de jeunes hommes dans la jungle. Il l'attendit à Sandrine. Elle l'a pris d'une main tremblante. Elle vit un groupe de garçons fatigués et souriants, et au centre, un jeune homme au visage gentil et fort. À côté de lui, un garçon plus grand et souriant, le bras passé sur son épaule. « C'est mon père », murmura Sandrine, son doigt traçant le visage. « Et ça », dit Jean en montrant le garçon souriant, « c'est mon frère, Michel. » Manon se pencha, les yeux écarquillés. Elle vit son grand-père, jeune et plein de vie, un homme qu'elle n'avait connu que comme un vieil homme tranquille qui sentait le tabac. « Votre père, » dit Jean, la voix épaisse d'émotion, n'abandonnait personne. Ni ses hommes, ni même leur mémoire. Il regarda Manon. Il vit son visage pâle et épuisé. Il vit son cordon d'honneur. Il vit les yeux de son grand-père. « J'ai été un homme très riche pendant très longtemps, » dit Jean. « Mais j'ai toujours porté une dette que je ne pouvais pas payer. Une dette envers votre père. Pour sa gentillesse. Pour son honneur. » Il se leva. « Ce n'est pas de la charité. C'est de la famille. C'est une dette. En retard de 50 ans. Votre grand-père a sauvé ma famille, Sandrine. Maintenant, vous allez me laisser aider la sienne. » Jean regarda sa montre. Il était plus de minuit. « Une voiture sera là pour vous à 9 heures, Sandrine, » répéta-t-il, la voix douce mais ferme. « S'il vous plaît, soyez prête. L'équipe du docteur Duval vous attendra. » Sandrine hocha simplement la tête, les yeux toujours fixés sur la vieille photo dans sa main. « Manon, » dit-il. Elle leva les yeux, le visage rouge et enflé. « Je vous attends à votre lycée à 8h30. Mon assistant Stéphane vous y retrouvera. Vous entrerez, vous parlerez à votre proviseur et vous organiserez le passage de vos examens finaux. »« Oui, monsieur, » murmura-t-elle. « Bien. » Il se dirigea vers la porte, puis s'arrêta. « Et Stéphane a également reçu l'ordre de faire reconnecter vos services publics et d'organiser une livraison d'un épicier. Vous ne pouvez pas avancer si vous avez froid et faim. » Il se retourna vers Sandrine. « Il n'abandonnait personne, Sandrine, » dit doucement Jean. « Il est temps que sa famille soit traitée de la même manière. » Il partit. La porte se referma. Pendant une minute entière, mère et fille ne bougèrent pas. Puis Sandrine laissa échapper une longue respiration tremblante, un son qui était mi-sanglot, mi-rire. Manon se précipita vers la petite cuisine, son corps cédant enfin au stress de la nuit. Quand elle eut fini de trembler, Sandrine était là, appuyée sur son déambulateur, tenant un verre d'eau. « Maman » murmura Manon, la gorge à vif. « C'est réel ?» Sandrine regarda autour du minuscule appartement froid. Elle regarda les avis de coupure, l'uniforme de bistrot ruiné de sa fille. Puis elle regarda la photographie vieille de 50 ans dans sa main. « Je crois que oui, ma chérie, » dit Sandrine, la voix tremblante. « Je crois. Je crois que ton grand-père vient de nous sauver. » Les 2 semaines suivantes furent un tourbillon. C'était comme regarder une vie être reconstruite par une équipe invisible et efficace. À 8h30, une Manon tremblante rencontra Stéphane Moreau au lycée de Valois à Saumur. C'était un homme dans un costume simple et parfait. Il était calme, professionnel et s'occupait de tout. La proviseure, Madame Valérie Girard, se précipita hors de son bureau, le visage un mélange d'inquiétude et de soulagement. « Manon. Ma chère, nous étions si inquiets. » « C'était une urgence médicale familiale, Madame Girard, » dit Stéphane calmement, lui tendant un dossier. Manon a agi comme l'aide-soignante principale de sa mère. Voici les documents de l'hôpital Cochin. Les yeux de la proviseure parcoururent les lettres. La sévérité de l'administratrice avait disparu, remplacée par une profonde sympathie. « Oh, ma pauvre enfant !» dit-elle à Manon. « Pourquoi n'avez-vous rien dit ? » Je ne savais pas comment, murmura Manon. « C'est réglé maintenant, » dit Stéphane. « Nous avons simplement besoin d'organiser ces examens finaux. » Bien sûr. Oui. N'importe quoi. Pendant que Manon était au lycée, une autre voiture arriva pour Sandrine. Elle était terrifiée, mais à l'hôpital Cochin, des infirmières attendaient. Elle connaissait son nom.
Le docteur Duval, un homme gentil aux yeux chaleureux, s'assit avec elle pendant 1 heure. « Nous allons arranger ça, dit-il. Votre travail est de vous reposer. » Pour la première fois depuis 1 an, Sandrine Leroy dormit sans douleur et sans peur. De retour à l'appartement, le courant revint. Le chauffage au gaz s'alluma, inondant les pièces de chaleur. Un service de livraison de courses arriva avec des cartons de nourriture. De la vraie nourriture. Manon s'assit à son petit bureau, ses vieux manuels scolaires ouverts. Elle étudia. Elle passa ses examens. Les mots sur la page n'étaient plus un rappel d'une vie qu'elle avait perdue. C'était une carte. Le jour de la remise des diplômes était lumineux et chaud. Le stade du lycée de Valois était rempli de chaises pliantes. Manon était assise sur les gradins dans sa toge et son mortier bleu. Le cordon d'honneur bleu et or était drapé autour de son cou. Elle regarda la foule. Au 3e rang, elle les trouva. Sa mère était dans un fauteuil roulant, mais ce n'était pas la femme grise et brisée de l'appartement. Le gonflement de ses mains avait diminué. Ses cheveux étaient coiffés. Elle souriait, ses yeux brillant d'une fierté si féroce que Manon pouvait la sentir depuis la scène. À côté d'elle, dans un simple costume gris, était assis Jean Dubois. Il n'avait pas l'air d'un milliardaire. Il avait l'air d'un grand-père. Il croisa le regard de Manon. Il ne sourit pas. Il hocha simplement la tête. Un geste de respect. Votre journée. Lorsque son nom fut appelé, major de promotion, Manon Leroy, les applaudissements furent forts. Elle se dirigea vers le pupitre. Elle déplia son discours. Elle regarda ses notes, et puis elle regarda au-delà, vers sa mère et vers Jean. Elle plia le papier et le posa. « Bonjour, dit-elle. » Sa voix était claire et ne tremblait pas. « J'ai écrit un discours sur l'avenir, mais je ne veux pas parler de ça. » Elle agrippa les côtés du pupitre. « Je veux parler de ce qui se passe quand on ne peut pas voir d'avenir. Je veux parler de la gentillesse. Nous pensons que l'histoire est faite par de grandes personnes importantes, par des présidents et des milliardaires. » Elle vit Jean bouger très légèrement. Mais l'histoire est aussi faite par de petits choix. Par des gens qui sont fatigués et effrayés, mais qui choisissent de faire ce qui est juste malgré tout. Par un soldat qui écrit une lettre à une mère en deuil qu'il n'a jamais rencontrée. Par une mère qui préférerait tout perdre plutôt que de laisser sa fille voir sa douleur. Par des gens qui voient quelqu'un tomber, et au lieu de passer leur chemin, s'arrêtent. Ils s'arrêtent simplement et tendent la main. Ses yeux étaient rivés sur ceux de sa mère. Mon avenir, il n'est pas à moi. Il a été acheté pour moi. Il a été acheté par mon grand-père il y a 50 ans. Il a été acheté par ma mère, qui a sacrifié sa santé pour moi. Et il m'a été rendu par un homme qui comprend que personne ne devrait être abandonné. Elle prit une inspiration. Félicitations à ma promotion. Nous l'avons fait. Mais n'allez pas simplement réussir. Allez et soyez gentils. C'est comme ça qu'on change le monde. Merci. Le terrain était silencieux. Puis les applaudissements commencèrent. Ce n'était pas poli. C'était un rugissement. Ses camarades de classe se levèrent. Leurs parents se levèrent. Madame Girard pleurait. Sandrine sanglotait dans ses mains. Jean lui tapota l'épaule. Son propre visage était impassible, mais ses yeux brillaient. 1 mois plus tard, Sandrine était de retour chez elle, dans un appartement spacieux et lumineux dans le centre de Blois. Elle n'était pas guérie. Le lupus n'était pas un rhume. Mais elle était en rémission. Le nouveau traitement, les soins appropriés, lui avaient rendu la vie. Elle était assise dans la bibliothèque de Jean. Elle avait demandé cette réunion. Jean, dit-elle. Il avait insisté pour qu'elle l'appelle par son prénom. Je ne peux pas vous remercier. Il n'y a pas de mots. Mais je ne peux pas être un cas de charité. Je dois travailler. Je dois faire quelque chose. Jean sourit. Il avait attendu cela. Vous avez raison. Je suis d'accord. C'est pourquoi j'ai un travail pour vous.
Il désigna une pile de boîtes d'archives sur son bureau. Ma mère a laissé un petit fonds, dit-il. Elle l'appelait le fonds de la compagnie Baker. Son idée était de fournir de petites subventions aux enfants et petits-enfants de vétérans. De l'aide pour des livres ou un acompte. Un peu de gentillesse, comme elle disait. Il soupira. Après sa mort, je l'ai laissé en sommeil. J'étais occupé. Je construisais des choses. J'ai oublié. Il la regarda, les yeux sérieux. J'ai relancé le fonds. Je l'ai doté correctement. Mais il a besoin d'un directeur. Il a besoin de quelqu'un pour lire les lettres, pour trouver les gens qui ont besoin d'aide, pour en être le cœur. Sandrine le regarda, confuse. Mais je suis une femme de ménage. Non, dit Jean. Vous êtes la fille d'un vétéran. Vous êtes une femme qui comprend le sacrifice. Vous comprenez ce que c'est que d'être dans le besoin et d'être trop fière pour demander. Je ne vois personne de plus qualifié. Sandrine regarda les boîtes. On ne lui offrait pas la charité. On lui offrait un but. Oui, dit-elle, la voix claire. Oui. Je serais honorée. L'été se termina. C'était un matin frais de fin août. Manon partait pour la Sorbonne. Sandrine, maintenant en rémission, lui dit au revoir depuis leur nouvel appartement. La Renault de Jean s'arrêta. Il sortit. « Tout est prêt ?» demanda-t-il. « Tout est prêt, » dit Manon, son sourire large. « Quelques petites choses, » dit-il en lui tendant une boîte. À l'intérieur se trouvait un nouvel ordinateur portable pour les dissertations de sciences politiques. « Jean, c'est trop. »« Bêtise, » dit-il. Il lui tendit ensuite une enveloppe carrée et plate. « Et ça ?» Elle l'ouvrit. C'était un simple cadre en bois sombre. À l'intérieur se trouvait la photographie, les jeunes hommes dans la jungle, son grand-père et son frère. « Mais c'est la vôtre, » dit-elle. « De votre bureau. »« Non, » la corrigea-t-il doucement. « Celle sur mon bureau appartenait à ma mère. Celle-ci, c'était celle de Michel. Elle était dans son portefeuille quand ils ont renvoyé ses affaires. Elle allait rester dans une boîte. Je pense qu'il voudrait que vous l'ayez. Pour vous souvenir de quoi vous êtes faite. » Les yeux de Manon se remplirent de larmes. Elle le serra dans ses bras. Ce n'était pas une petite étreinte timide. C'était une véritable étreinte reconnaissante. « Merci, » murmura-t-elle. « Pour tout. De m'avoir vu. » Il lui tapota le dos, sa propre gorge serrée. « Allez, » dit-il. « Ne soyez pas en retard. Paris n'attend pas. » Elle serra sa mère dans ses bras. Une longue et forte étreinte. « Je t'aime, maman. Prends tes médicaments. »« Je le ferai, » rit Sandrine en essuyant une larme. « Appelle-moi tous les soirs. »« Je le ferai. » Manon monta dans le taxi. Elle regarda par la vitre arrière alors qu'il s'éloignait. Elle vit sa mère, en bonne santé et forte. Et elle vit Jean, le milliardaire qui avait été trop agité pour dormir. Il avait son bras autour des épaules de Sandrine. Deux personnes de deux mondes différents, debout sur un trottoir, regardant l'avenir qu'ils avaient construit ensemble s'éloigner en voiture. Jean regarda jusqu'à ce que la voiture disparaisse. Il leva les yeux vers le ciel bleu vif. Il avait bâti un empire en décelant des schémas ou des tempêtes, des marchés, des concurrents. Mais pendant 50 ans, il avait manqué le plus important. Il avait cherché un moyen de payer une dette au passé. Il n'avait jamais réalisé que la dette était destinée à être payée au futur. Il sentit une nouvelle sensation étrange dans sa poitrine. Une quiétude. Une paix. « Allez, Sandrine, » dit-il en la tournant vers sa voiture. « Allons au bureau. Nous avons du travail. » Et enfin, il sentit, pour la première fois depuis très, très longtemps, qu'il pourrait réellement dormir cette nuit-là. Et c'est là que nous terminerons notre histoire, avec une dette de 50 ans enfin payée. J'espère que cette histoire sur la façon dont un petit acte de gentillesse peut se propager à travers les générations pour changer un avenir vous a donné une chance de faire une pause et de réfléchir. J'aimerais savoir ce que vous faisiez en écoutant.
Vous vous détendiez pour la nuit, ou vous commenciez juste votre journée avec une tasse de thé. Laissez un mot dans les commentaires. Je les lis vraiment tous. Si vous voulez vous assurer que nous nous croisions à nouveau pour la prochaine histoire, cliquez sur j'aime et s'abonner fait une énorme différence. Nous essayons toujours de nous améliorer, alors n'hésitez pas à partager vos commentaires.